et bienvenue dans cette émission Questions aux experts que nous consacrons aujourd'hui à ce qu'il ne faut pas oublier dans sa trousse à pharmacie pour les vacances. L'été est enfin là et c'est le moment de préparer ses valises pour des vacances bien méritées. Mais que mettre dans la trousse à pharmacie ? Outre vos médicaments quotidiens en quantité suffisante pour couvrir la durée du voyage, ainsi que ses ordonnances médicales, elle doit aussi contenir de quoi pallier les principaux problèmes de santé auxquels vous pourriez être confrontés. Mais alors, que faut-il emporter pour ne rien oublier ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité Maxime Thiolan, pharmacien dans la ville du Havre. Maxime, bonjour. Bonjour Jennifer. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions de nos internautes. Et nous allons commencer directement avec la première question qui nous a été posée sur Instagram grâce au hashtag QAE. Qu'est-ce que l'on peut faire contre les moustiques ? C'est une question qui va intéresser beaucoup de monde. Donc, contre les moustiques, le principal atout, ça va être d'utiliser un répulsif contre les moustiques, un répulsif cutané essentiellement. On rappelle, les moustiques ont tendance plutôt à sortir en fin de journée dans les zones où il y a des eaux stagnantes. Donc, lorsqu'on porte des vêtements, rien ne sert de se badigeonner de partout, du moins chez nous, de répulsif, mais plutôt mettre sur les zones découvertes. Donc, pour ça, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser des produits à base d'icaridine, de ce qu'on appelle le DEET aussi, N-diéthyl-3-méthylbenzamide. On peut avoir un versant un peu plus naturel, par exemple avec des huiles essentielles comme l'huile essentielle de géranium ou la citronnelle de Java. Pour les huiles essentielles, toujours attention, demandez quand même conseil à un professionnel parce qu'il y a pas mal d'interactions possibles, les femmes enceintes, les enfants épileptiques, etc. Donc ça, vaut mieux quand même demander conseil. Les répulsifs à utiliser, attention, si on met de la crème solaire, il faut d'abord mettre la crème solaire, attendre 20 minutes et ensuite on utilise le répulsif. C'est à renouveler, pareil, en cas de baignade ou de forte transpiration. Et toujours, certains produits peuvent aussi avoir un impact sur les verres de montre, les lunettes, le vernis. Ça peut rayer en fait le verre, donc bien faire attention aussi à ça. On peut utiliser aussi des répulsifs qu'on peut mettre sur nos vêtements directement. Donc après, dans les zones vraiment infestées, il est possible d'utiliser des moustiquaires imprégnés aussi, par exemple, en plus des répulsifs pour vêtements. Donc là, après, ça dépend aussi vraiment de la zone de voyage. Le pourcentage de répulsifs va varier aussi si on est dans une zone dite un peu classique comme chez nous, les zones vraiment infestées, comme ça peut être le cas, par exemple, dans des zones tropicales, quoi. D'accord. C'est très intéressant, la partie crème solaire et répulsif. Je ne savais pas, du coup, c'est bon à savoir. Question qui suit. Donc, j'ai une internaute qui me dit « J'ai très peur à la maladie de Lyme. Comment se prévenir des piqûres des tiques ?» Bon, là, même principe que pour les moustiques, il existe des répulsifs. D'ailleurs, certains répulsifs sont moustiques et tiques. Autre chose qui peut être intéressante de faire, c'est quand on va dans une zone où on est susceptible de rencontrer des tiques, mettre des vêtements plutôt longs, de couleur plutôt blanche. Les vêtements longs, pourquoi ? C'est comme ça, le tique va s'accrocher plutôt aux vêtements plutôt qu'à la peau. Et le blanc, ça, c'est pour pouvoir justement les repérer en fin de sortie. Donc, ce qu'on va appeler aussi il faut s'inspecter. Ce qu'on appelle l'inspection en fait en fin de sortie, c'est regarder partout sur soi si on n'a pas justement un tique qui se serait accroché. Privilégier aussi les plis, donc l'aine, au niveau des aisselles, etc. Puisque les tiques ont plutôt tendance à se mettre dans les zones chaudes et humides. Pour rappel, on retire un tire-tique, donc on retire la tête avec un tire-tique. On ne l'arrache pas comme ça avec une pince à épiler. On évite d'utiliser tout ce qui va être alcool ou antiseptique quand la tique est fixée, puisque ça l'agresse et elle a tendance à se fixer davantage sur la zone. On désinfecte une fois qu'on a terminé. Très bien, mais question suivante que j'ai eue sur Facebook, toujours grâce au hashtag QAE. Que faire contre les méduses ? Est-ce qu'il existe des produits ? Et on me demande, est-ce qu'il est vraiment efficace de faire pipi dessus ? Alors ça, les méduses, effectivement, là, ça va être la saison, ça va commencer à arriver. Suriner dessus, non. Désolé, mais c'est pas une bonne méthode. Rincer à l'eau douce non plus, ça a même plutôt tendance à aggraver la sensation de brûlure de la piqûre. Il est préférable de rincer à l'eau de mer ou avec du sable mouillé. Le sable mouillé, en fait, avec les petits grains, ça va permettre d'enlever les filaments qui pourraient rester accrochés. On peut terminer avec, par exemple, une petite pince pour retirer les filaments qui restent, mais on rince à l'eau de mer ou au sable mouillé. Ensuite, on peut utiliser un produit désinfectant si on a une plaie.
et des produits comme des antihistaminiques si on a des démangeaisons à la suite de la piqûre. Si ça fait plus brûlure, on peut utiliser des produits comme de la trolamine, par exemple, à appliquer directement dessus pour apaiser la brûlure. Est-ce qu'il est nécessaire d'emporter un stylo contre les chocs anaphylactiques en cas de piqûre d'insectes? Alors, si vous n'êtes pas allergique déclaré et que vous n'avez jamais fait de grosses allergies, non, de toute manière, les stylos adrénaline contre les chocs anaphylactiques sont uniquement sur prescription médicale. Donc là, c'est votre médecin ou l'allergologue, médecin généraliste ou l'allergologue qui va juger de la pertinence ou non de vous prescrire un stylo. Mais si vous n'avez jamais fait de réaction allergique grave auparavant, non, aucun intérêt. Un internaute me demande, une collègue de travail m'a parlé d'un problème de punaises de lit dans le dernier gîte de vacances dans lequel elle a été. Est-ce qu'il existe un produit contre les punaises de lit? Donc oui, il existe des produits, donc des répulsifs qu'on peut vaporiser sur les linges, par exemple, les linges de lit, mais aussi sur tout ce qui ne peut pas être sur les gros volumes, en fait, pour nettoyer la pièce, ce qu'on va appeler des foggers. Donc c'est des fumigènes. Généralement, ce type de produit, ça se trouve dans les rayons vétérinaires, dans les pharmacies. Ce qu'il y a, c'est que généralement, il faut éviter de s'installer. Si c'est une location, quand vous arrivez et que vous avez peur, vous mettez par exemple le fogger ou vous pulvérisez. Il faut attendre quand même plusieurs heures. Selon les produits, ça peut être 2 heures, voire plus. Ensuite, il faut encore aérer plusieurs heures pour ensuite pouvoir s'installer. Pas s'installer avant, pourquoi? Parce que après, si les puces se mettent sur les vêtements, va falloir laver tous les vêtements. Enfin, après, on rentre dans un cercle, une galère, quoi. Que faire contre les coups de chaleur, surtout pour les enfants? Est-ce que l'aspirine, c'est la solution? L'aspirine, surtout pas. Pourquoi? L'aspirine va avoir tendance à modifier la thermorégulation du corps. Coup de chaleur, on est en hyperthermie. L'aspirine va justement empêcher de faire descendre un peu la température. Ça va jouer là-dessus, donc ça, il faut éviter. Paracétamol, ça sert à rien non plus sur les coups de chaud. Ce qu'il faut, c'est hydrater énormément. Même si la personne n'a pas la sensation de soif, il faut lui proposer à boire tout le temps, même si c'est des petites quantités. Ensuite, ce qui peut être important, c'est de la déshabiller et de la mettre le plus au frais possible. Et là, lui appliquer des linges mouillés avec de l'eau fraîche, éventuellement un peu de ventilation et à l'ombre. Mais surtout pas d'aspirine et de paracétamol, ça ne sert à rien. Après, tant qu'il n'y a pas de perte de connaissance ou de vomissement, ça peut se gérer comme ça. Mais à partir du moment où on peut avoir des vomissements qui apparaissent, une hyperthermie importante, supérieure à 40, 41 degrés, une perte de connaissance, là, il ne faut surtout pas hésiter à appeler les secours, quoi. J'ai eu plusieurs questions sur les maux de ventre. Quel type de produit peut-on emmener pour les maux de ventre? Alors, les maux de ventre, c'est un peu large. On va dire, donc si c'est plus des spasmes abdominaux, on peut partir sur des produits comme par exemple le fluoroglucinol. Spasmes abdominaux, intestinaux, on peut partir sur de la siméticone par exemple, trimébutine. Si c'est des maux plus brûlure d'estomac, on peut partir sur des produits qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, oméprazole, les oméprazoles, qui vont avoir pour but de limiter la production d'acide au niveau de l'estomac, donc sur des courtes périodes. Si c'est plus des reflux, ça va être des pansements gastriques. Ça, c'est un rôle mécanique, en fait. Ça évite justement la remontée du bol. Ensuite, alors, sur un versant un peu plus naturel, on va dire, on peut partir sur des produits à base de mélisse, de basilic, de badiane, pour tout ce qui va être inconfort digestif, les troubles digestifs. Si c'est des ballonnements des gaz, on a le charbon végétal aussi qui peut être utilisé. Mais alors, si on utilise du charbon, même des plantes, il faut quand même demander conseil auprès d'un professionnel, puisqu'il y a de nombreuses interactions médicamenteuses avec ce type de produit. Si on est plus sur des diarrhées, parce que j'ai mal de ventre, j'ai une diarrhée, il existe par exemple des ralentisseurs du transit type lopéramide ou des pansements intestinaux des absorbants intestinaux type diosmectite, par exemple. Si on reste dans le thème des maux de ventre, j'ai une internaute qui me dit « Nous partons en Corse cet été pour ce faire, nous prenons le bateau. J'ai peur d'être nauséeuse. Est-ce qu'il y a possible de prendre quelque chose en préventif ?» Donc oui, il existe effectivement des anti-nauséeux principalement axés sur le mal des transports. Beaucoup sont à base d'antihistaminiques. Donc ça peut être un peu bizarre, antihistaminique, sachant que ça a des propriétés... c'est des anti-allergiques en fait, mais il y a des propriétés sédatives et c'est fortement utilisé dans le mal des transports. Donc on peut prendre ça une demi-heure à 1 heure avant le trajet.
L'inconvénient, c'est effectivement, ça peut avoir un versant un peu sédatif et donc faire un peu dormir. Sinon, d'un point de vue aussi un peu plus naturel, on peut utiliser le gingembre. Le gingembre est très connu pour tout ce qui va être nausée, vomissement. C'est d'ailleurs aussi utilisé souvent en première intention, quand c'est précoce, chez les nausées de la femme enceinte. Donc, c'est aussi appliqué dans le mal des transports. Et pour les personnes qui sont adeptes de l'homéopathie, c'est tout à fait possible aussi, avec par exemple une souche comme le Nux vomica. J'ai un internaute qui nous dit « Je souffre d'une maladie chronique et j'ai un médicament sur ordonnance. Que faire si j'ai oublié mon ordonnance ? Existe-t-il une possibilité de pouvoir récupérer son traitement sur son lieu de vacances, même chez un pharmacien qu'on ne connaît pas ?» Alors ça, c'est toujours un peu compliqué. Il ne faut pas oublier son ordonnance, c'est important. Quand on a des traitements chroniques, toujours avoir son ordonnance sur soi, c'est déjà le principal. Ensuite, c'est toujours la question, est-ce que je délivre le médicament, mais du coup, je n'ai pas vraiment la prescription, donc niveau législatif, c'est quand même borderline, mais je ne peux pas laisser non plus le patient sans son traitement, au risque de lui faire courir un danger. Donc c'est toujours une balance, c'est un peu compliqué. Parfois, sur les cartes vitales, ce qui peut nous faciliter la tâche, c'est ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique. Donc c'est à activer en pharmacie, c'est un dossier pharmaceutique, c'est-à-dire que sur votre carte vitale, n'importe quelle pharmacie dans laquelle vous allez aller, on aura accès à votre historique de délivrance. Donc on ne saura pas où vous êtes allé et on n'a pas accès au visu de l'ordonnance, mais on voit ce qui a été délivré. Donc déjà, si on se dit que ça fait 3 semaines, 1 mois que vous avez eu votre traitement, on voit que c'est du traitement chronique, bon, on peut se dire, je vais le dépanner d'une petite boîte le temps de ses vacances. Si on n'a pas l'ordonnance, forcément, vous serez obligé de faire l'avance des frais. Donc là, après, il peut se faire une feuille de soins, facture, etc. pour demander les remboursements. Et si vous n'êtes pas à la dernière minute, on peut éventuellement essayer de contacter votre pharmacie habituelle pour voir si elle ne peut pas nous transmettre par mail ou fax ou messagerie sécurisée une copie de votre ordonnance qui nous permettra de faire votre dossier classiquement, quoi. Mais le plus simple étant d'avoir quand même son ordonnance sur soi. Vous parliez tout à l'heure du rayon vétérinaire et j'ai une question qui me dit « Mon chien stresse beaucoup dans la voiture. Existe-t-il des produits naturels pour l'aider ?» Alors ça existe. Alors c'est contre le stress et la nervosité. Ça va être des produits à base d'aubépine, passiflore, essentiellement avec un peu de mélisse. C'est en comprimé. Il n'y a pas de 36 solutions. Il peut y avoir un peu d'homéopathie, mais l'homéopathie vétérinaire, c'est pas trop ma spécialité. Donc là, je passe mon tour. Mais ça existe. Vous pouvez demander conseil à un pharmacien. Et il existe aussi des produits à base d'hydrolysat de caséine qui sont utilisés justement contre le stress par rapport à un voyage, entre autres. Ça a commencé 3 jours avant le départ, plus après le long du transport, mais il paraît que ça fonctionne très très bien. Jusqu'à quel niveau un pharmacien peut-il aider lors d'un accident tel que coupure, éraflure ou brûlure, et à quel moment faut-il consulter un médecin ou se diriger aux urgences ? C'est pareil, c'est toujours un peu délicat, sachant que de base, je crois que les soins, on n'a pas spécialement de droit, d'un point de vue juridique et légal, de faire des soins. C'est plutôt un service qu'on fait gratuitement pour dépanner en premier recours. Alors effectivement, une simple coupure, on va simplement nettoyer puis désinfecter et mettre un pansement. Si ça nécessite un point, là, il est évident qu'il faut aller chez le médecin ou aux urgences. Si c'est une plaie infectée aussi, donc ça, on pourra vous le dire. Mais ça va être vraiment sur des choses très simples. Une brûlure, à part éventuellement nettoyer, vous mettre un peu les interfaces grasses, plus de la trolamine, ça s'arrête là. Si c'est une grosse étendue, c'est du second degré, là, il est évident aussi qu'il faudra consulter. On va vraiment s'arrêter sur des choses basiques pour dépanner, mais à partir du moment où c'est étendu, d'une importance assez conséquente, infecté, là, ça dépasse notre champ de compétences, quoi. On m'a demandé aussi comment faire quand un médicament en flacon atteint la limite du conditionnement pour l'avion. Est-ce que c'est possible de le reconditionner ? Est-ce qu'il y a des conseils là-dessus ? Alors, il me semble que théoriquement, ils n'ont pas le droit de vous refuser de prendre vos médicaments qui ne peuvent pas aller en soute avec vous en cabine, même si le flaconnage dépasse. C'est dans des exceptions. Normalement, en cabine, je crois que c'est limité à 100 millilitres. Mais pour les médicaments, théoriquement, il n'y a pas d'interdiction. Ce qu'il faut, c'est avoir une ordonnance avec soi de toute manière, l'original de son ordonnance. Et le plus simple étant d'appeler la compagnie aérienne directement pour avoir plus d'informations. Mais selon moi, ils n'ont pas à interdire les médicaments en cabine s'ils ne peuvent pas aller en soute, quoi. Sinon, il faut prendre un volume uniquement nécessaire pour le temps du transport, le temps du voyage. Et vous mettez le reste en soute si ça peut y aller.
On continue sur les voyages longs et les pays étrangers. Sur Instagram, avec le hashtag QAE toujours, on me demande « Je prends du tramadol pour des douleurs de dos. J'ai entendu dire que dans certains pays, il était interdit d'avoir du tramadol dans sa valise. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il existe une liste de médicaments interdits ou sous réglementation en fonction des pays ?» Alors vrai, tramadol, codéine, il y a certains pays où c'est un peu délicat. Donc effectivement, le plus simple étant d'aller directement d'un pays à l'autre. En fait, la législation sur les médicaments va changer. Certains vont être classés stupéfiants, d'autres ça va être carrément interdit. Donc le plus simple étant d'aller sur le site de France Diplomatie. Vous allez dans la section Conseil aux voyageurs et je crois que vous avez un onglet séjour et transport. Et dans cet onglet-là, vous allez avoir des informations sur certains médicaments. Par exemple, j'avais fait le test. Si on va sur la Géorgie, on va dans séjour, transport, médicaments. Et là, il nous explique effectivement que le tramadol est un produit non autorisé sur le territoire, etc. Et en fait, avec une ordonnance, théoriquement, ça passe. Après, il vous donne aussi les numéros des ambassades ou des consulats dans les pays concernés. Donc, vous pouvez les appeler pour savoir ce qu'il en est plus sur la législation en vigueur dans les pays. Mais France Diplomatie, vous trouverez déjà pas mal d'infos. Une internaute me dit « Nous partons en randonnée dans les Alpes pour 10 jours. Que prendre dans nos sacs à dos, sachant que la place est limitée ?» Si on peut préférer les formes sans eau, l'IOC par exemple, c'est l'idéal. Donc du paracétamol sans eau, un petit antidiarrhéique, ça peut servir. Paracétamol antalgique en cas de fièvre, hein, bien entendu. Antiseptique, pansement pour les cloques, surtout si vous faites de la randonnée. Si on est limité au niveau place, c'est l'essentiel, je dirais. Répulsif pour les insectes. Oui, on en a parlé au tout début et c'est vrai que c'est important. Bon, Soleil dit aussi coup de soleil, dit crème solaire. Du coup, où doit-on acheter sa crème solaire? En pharmacie ou en grande surface? Bio, pas bio, indice, quelle peau? Enfin, voilà, des conseils pour les crèmes solaires? Vous parlez à un pharmacien, donc je vais être forcément corporate en pharmacie. Après, vous êtes libre à vous. Hein. Ce qui est important, c'est déjà l'indice. L'indice qui apparaît en fait sur les flacons de crème solaire, ça correspond aux UVB. Les UVB, ça va être les rayons qui vont impacter le bronzage, les coups de soleil. Ça va être le soleil immédiat. Donc indice 30, indice 50. Voilà, ça va être les UVB. Les UVA, attention, il n'y en a pas partout. Et il faut qu'il y ait un ratio correct UVA. L'UVA, ça va être le vieillissement de la peau. C'est ces UVA-là qui vont être responsables au long terme d'un vieillissement de la peau accéléré, de cancer, etc. Donc, important d'avoir aussi des UVA dans une crème solaire avec un bon ratio UVA-UVB. Comment savoir si on a un bon ratio UVA-UVB? L'UVA est entouré sur le packaging des peaux. Il y a une législation européenne qui impose normalement qu'il faut un tiers de protection par rapport d'UVA par rapport à la protection de l'UVB. Après, tout dépend aussi de vos affinités. Si vous êtes sensible à l'impact environnemental, parce que ça, en ce moment on en parle beaucoup, effectivement, certaines crèmes solaires avec des filtres chimiques vont avoir des impacts, on a entendu parler, sur les fonds marins, les coraux, etc. Donc certaines crèmes solaires ont des labels Skin Protect, par exemple, qui en gros font des recherches ou financent la recherche sur les fonds marins. Et qui essayent d'améliorer leur formulation au fur et à mesure. Il existe aussi les filtres minéraux. Donc là, ça va être plus une question de galénique. Hein. Les filtres minéraux, c'est assez épais, c'est plutôt blanc quand on l'applique. D'ailleurs, ça ne se fait pas pénétrer, ça s'étale simplement. Donc pareil, UVA, UVB, même pour les filtres minéraux, c'est important. Après, c'est une question aussi de phototype de peau. Si vous avez une peau très claire ou une peau plutôt déjà un peu colorée, effectivement, vous n'allez peut-être pas partir sur le même type de crème solaire. L'indice 30, 50, 50 plus, voire un peu moins. Sachant qu'un indice entre 6 et 10, c'est une protection faible. Moyen, ça va être 15 à 25. Haute, c'est 30 et 50. Et très haute, c'est 50 et plus. Et il y a aussi donc la galénique. Effectivement, si vous allez vous acheter une crème 50, vous l'appliquez et en fait, vous dites c'est bon, j'ai mis de la 50 et je renouvelle pas de la journée. Ça sert à rien parce que vous n'aimez pas la texture ou quoi que ce soit. Ça sert à rien. Vaut mieux prendre à ce moment-là, par exemple sous forme d'huile, une indice 30 et répéter toutes les heures l'application que prendre de la 50, en mettre une fois par jour. Enfin, là, il n'y aura aucun intérêt. Autre point, les filtres chimiques agissent au bout de 20 à 30 minutes, que le filtre minéral va agir immédiatement à l'application. Le filtre minéral va refléter en fait les UV, que le filtre chimique, lui, va les absorber.
Une dernière question avant de terminer. Est-ce que les médicaments et les solutions désinfectantes peuvent être abîmés par la chaleur ou par le froid? Alors, la réponse est oui. Ça, souvent, c'est noté sur les notices des produits. Certains produits, avant ouverture, peuvent être conservés à température ambiante. Et une fois ouvert, ça se met au frigo. Ou après reconstitution, par exemple, certains antibiotiques. Je pense à l'amoxicilline, l'acide clavulanique en sirop. Avant reconstitution, c'est température ambiante. Une fois reconstitué, c'est au frigo. Et généralement, c'est sur des courtes périodes au réfrigérateur. Globalement, un médicament, ça va être entre 25 et 30 degrés de conservation à température ambiante, pas au-delà. Ça n'aime pas le gel. Même ceux qui se mettent au frigo, il ne faut pas les congeler. Certains sont pareil, sortis du frigo et se gardent à température ambiante, mais qu'un certain temps. Par exemple, je pense aux insulines. D'accord, merci Maxime pour toutes ces réponses. Avant de conclure, peut-être, est-ce que vous pourriez nous rajouter peut-être un petit mot, un petit conseil pour nos internautes avant de partir en vacances? Je vais en faire plusieurs, mais rapides. Prenez pas n'importe quoi sans savoir. C'est pas parce que vous avez un rhume qu'il faut prendre un antibiotique qui vous reste dans le fond du tiroir. Non, ça c'est case médecin. N'hésitez pas à aller chez votre pharmacien ou sur votre lieu de vacances demander des conseils plutôt que de faire n'importe quoi. Parfois les conséquences peuvent être bien plus graves que ce que ça aurait été si vous auriez demandé conseil avant. Sortez couvert, c'est important, surtout pendant les vacances. Et autre point sanitaire, on va dire, avec la situation actuelle, beaucoup de personnes commencent déjà à être vaccinées, mais n'oubliez pas pour autant les gestes barrières. Le vaccin protège contre les formes graves, mais ne vous empêche pas d'être porteur et de transmettre le virus, donc faites bien attention à ça. Et profitez de vos vacances. Merci Maxime Thioland pour la clarté de vos réponses. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous pour votre participation à travers les questions que vous nous avez fait parvenir. Et surtout, merci pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité de poser vos questions pour nos prochaines émissions sur Twitter, Facebook et Instagram grâce au hashtag QAE. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires ou nous proposer des sujets qui vous intéressent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt et avec un grand plaisir pour un prochain Questions aux experts sur Pourquoi Docteur évidemment.